Salut Vincent, Salut Pablo. merci d'avoir accepté mon invitation. Vincent, tu es doctorant en sciences politiques, spécialiste des gauches européennes et tout spécialement des gauches radicales européennes et tout spécialement de l'Espagne. Si je t'ai invité, c'est justement pour parler de l'Espagne puisque le socialiste Pedro Sánchez a réobtenu la confiance d'une majorité absolue de 179 députés, notamment grâce au vote, aux 7 voix du parti indépendantiste de Carles Puigdemont en échange d'une mesure d'amnistie. Cette mesure d'amnistie, elle divise le pays, ou en tout cas, c'est ce que disent les commentateurs depuis la France. Est-ce que tu partages cette analyse? Est-ce que vraiment c'est quelque chose qui peut mettre le feu aux poudres en Espagne? Oui, alors déjà, effectivement, c'est la nouveauté de cette législature, c'est que Pedro Sánchez n'avait pas de majorité à lui seul pour gouverner, et il n'avait pas non plus de majorité pour gouverner uniquement avec Sumar, la coalition de gauche radicale, et il a donc fallu qu'il aille chercher l'appui des partis nationalistes périphériques et tout spécifiquement des partis indépendantistes catalans. Donc ça, c'est la grande nouveauté, et effectivement, la grande difficulté qui va marquer cette législature, c'est l'accord d'investiture avec Junts, donc le parti indépendantiste catalan, qui est un parti de droite indépendantiste, celui de Carles Puigdemont. Et effectivement, la condition pour obtenir l'investiture, cette fois-ci, c'était la loi d'amnistie des dirigeants indépendantistes, qui met un peu le feu aux poudres aujourd'hui, qui mobilise extrêmement à droite et à l'extrême droite. Cette loi d'amnistie, au fond, bon, pour rentrer peut-être un petit peu aussi dans le détail de cette loi rapidement, mais elle va concerner à peu près 300, 400 personnes, des dirigeants indépendantistes, des fonctionnaires, des maires qui ont participé à l'organisation, à la promotion du processus d'indépendance catalan depuis 2012 jusqu'à nos jours. Et ce qui est un petit peu au cœur finalement de cette loi d'amnistie, c'est le référendum d'autodétermination de 2017, du 1er octobre 2017. Et donc, voilà, les personnalités politiques, dirigeants politiques qui ont été condamnés pour des actes dans le cadre de ce processus-là devraient, la loi va passer au Parlement, hein, ce n'est pas une loi qui est adoptée maintenant, hein, c'est un accord pour une loi qui est déposée au Parlement, qui va être débattue, qui va être votée, qui pourra faire l'objet de recours, etc. Mais en tout cas, qui prévoit effectivement l'amnistie de dirigeants indépendantistes. Ça met le feu aux poudres, ça mobilise l'opinion conservatrice, mais en réalité, cette loi, elle présente pas mal d'avantages, déjà parce qu'elle va remettre dans le champ politique un conflit politique qui n'aurait jamais vraiment dû en sortir, en fait. C'est une problématique de l'Espagne de ces dernières années, c'est la judiciarisation d'un conflit territorial, d'un conflit politique qui était complètement sorti, en fait, du cadre constitutionnel. Et ce qui est vraiment marquant dans l'exposé des motifs de cette loi d'amnistie, c'est le fait que toutes les parties, et notamment les indépendantistes, s'engagent à reconnaître la primauté du cadre constitutionnel et les règles du jeu existantes. Donc en fait, d'une certaine façon, les indépendantistes catalans, aussi parce qu'ils y ont intérêt, parce qu'ils veulent garantir leur retour dans le jeu politique, notamment pour Carles Puigdemont, euh, en fait, ils reconnaissent le cadre constitutionnel pour garantir leur retour dans le jeu politique. Aujourd'hui, cette opposition à cette loi d'amnistie et finalement à cet accord entre Pedro Sánchez et les indépendantistes, elle est emmenée par l'extrême droite espagnole qui manifeste énormément, notamment devant le siège du Parti socialiste espagnol, devant le Parlement. Et on a vu la semaine dernière, très souvent, ben, ça dégénère. Euh, qu'est-ce que ça dit aussi de l'Espagne d'aujourd'hui, cette occupation de la rue par euh, l'extrême droite? Ouais. Alors déjà, bon, pendant longtemps, on a parlé d'une exception espagnole, d'une exception ibérique, dans le sens où ces 10 dernières années, finalement, on n'avait pas de parti d'extrême droite puissant en Espagne, même chose au Portugal d'ailleurs. Et ces dernières années, donc, en fait, en réaction à la crise catalane, on a vu émerger ce parti d'extrême droite Vox, qui aujourd'hui occupe effectivement le terrain et qui a une force de mobilisation assez importante et qui investit la rue. C'est une caractéristique qu'on ne retrouve pas dans tous les partis de droite radicale européens, mais qui est vraiment prégnante chez Vox. C'est-à-dire, on l'avait déjà vu en fait pendant la crise Covid, par exemple. On le voit régulièrement sur la question catalane. Ils ont cette capacité à mobiliser dans la rue. Maintenant, il faut bien voir que ce n'est pas uniquement Vox qui convoque ces manifestations. Là, ça fait une dizaine de jours qu'on observe des mobilisations de droite et surtout d'extrême droite, hein, dans les rues, comme tu le disais, devant le siège du Parti socialiste. En fait, il y a toute une galaxie de l'extrême droite espagnole avec des groupuscules, des influenceurs d'extrême droite aussi très présents sur les réseaux sociaux, qui sont très puissants, qui ont une certaine audience auprès de la jeunesse. On a des acteurs un peu particuliers comme l'entreprise Desokupa,
qui est en fait une espèce d'organisation anti-squat qui mobilise un peu des espèces de petites milices comme ça pour aller déloger des squatteurs dans des logements, etc. Donc en fait, c'est toute cette galaxie qui se mobilise autour de cette question de l'amnistie, même si en réalité, derrière, on a bien vu dans tous les slogans qui ont été proférés dans les manifestations, pour ces groupes-là en particulier, l'amnistie est aussi un prétexte quelque part hein, pour mobiliser sur tout un tas d'autres sujets. On a entendu des slogans fascistes, hein, ils ont chanté le Cara al Sol, qui est l'hymne de la phalange espagnole. Ils ont eu des slogans racistes contre les musulmans, cette idée qu'il faut défendre l'Espagne chrétienne contre l'islam, des slogans extrêmement sexistes. On a vu des manifestants défiler avec des poupées gonflables devant le siège du Parti socialiste en disant regardez, ce sont les ministres femmes du Parti socialiste. Donc en fait, c'est toute cette galaxie un peu décomplexée qui s'exprime et qui est un petit peu la partie immergée là, de l'iceberg et qui arrange bien quelque part la gauche, hein, parce que forcément, quand on voit se déferler cette haine dans la rue, ça n'incite pas forcément à voter contre eux. Mais en tout cas, voilà, ça c'est la partie immergée de l'iceberg. Mais derrière, malgré ça, on a quand même une forme de radicalisation de l'opinion conservatrice sur cette question de la Catalogne. Et surtout, ce qui est problématique et ce qui va évidemment poser question dans les années qui suivent, c'est la manière dont les partis de droite, Vox, mais aussi le Parti populaire, jettent systématiquement de l'huile sur le feu et remettent en cause la légitimité démocratique de Pedro Sánchez, du gouvernement. On a entendu Santiago Abascal, le leader de Vox, dans son registre habituel, hein, qui sortait à la tribune là, pendant le débat d'investiture, qui comparait Pedro Sánchez à Hitler, qui parle de coup d'État. Et on entend des mots forts hein, de ce type-là aussi dans les rangs du Parti populaire. Donc forcément, ça galvanise aussi les électeurs et ça donne le sentiment aux électeurs que ce qui est en train de se passer, finalement, c'est antidémocratique. Et évidemment que c'est problématique. Ce que tu es en train de raconter, c'est aussi tu tires le portrait d'une Espagne particulièrement divisée et fracturée. Comme on l'a rappelé tout à l'heure, Pedro Sánchez n'avait pas la majorité absolue et même en additionnant toutes les forces politiques de sa majorité, il obtient tout juste une majorité absolue. Je disais dans la Vanguardia que c'était si Pedro Sánchez était un des rares dirigeants qui avait réussi à survivre pardon, à la pandémie, l'inflation et à l'extrême droite, il suscitait quand même dans le pays, chez beaucoup d'Espagnols, une haine viscérale. Comment est-ce que, enfin, quelle marge de manœuvre en fait il a aujourd'hui pour diriger son pays, ne serait-ce que par exemple la loi d'amnistie, comme tu l'as dit, il faut que ça soit une loi, donc ça veut dire qu'il faut que tous les députés, parce qu'il faut qu'il y en ait quand même une majorité, il faut qu'ils retrouvent une majorité à ce moment-là, il faut que tous les députés de sa majorité, votent cette loi, ce qui est aujourd'hui loin d'être gagné, notamment au Parti socialiste. Il y en a qui sont opposés à cette loi d'amnistie. Ouais, je pense, même s'il ne faut pas trop s'aventurer encore dans la teneur des débats qui auront lieu, mais je pense malgré tout que le principal problème pour faire passer la loi d'amnistie sera pas tant la majorité parlementaire qui, à mon avis, sera trouvée, mais plutôt tous les recours qui vont être déposés par la suite par le Parti populaire, par Vox, devant le tribunal constitutionnel, et aussi la mobilisation très probablement des juges et d'une partie des secteurs les plus conservateurs du pouvoir judiciaire, hein, qui sont très liés au parti populaire notamment, et qui devraient déposer des recours et faire en sorte finalement de mettre un maximum de bâtons dans les roues à cette loi. On l'a déjà vu, hein, il y a beaucoup d'associations de juges, de magistrats qui ont déjà pris position contre cette loi en disant que c'était une atteinte à la séparation des pouvoirs, etc. Donc les difficultés viendront probablement davantage du pouvoir judiciaire et des secteurs conservateurs de la société que du Parlement en tant que tel. Et maintenant, plus généralement, tu parlais des marges de manœuvre dont va disposer Pedro Sánchez pour gouverner sous cette législature. Il faut bien voir que même s'il a obtenu une majorité qui est numériquement plus confortable cette fois-ci que la dernière fois, cette Mmh. majorité, elle est politiquement beaucoup plus fragile, beaucoup plus friable, dans le sens où il ne peut pas s'appuyer uniquement sur des partis de gauche. Comme je disais tout à l'heure, il a obtenu les voix pour l'investiture de Junts, parti de droite indépendantiste. Il a obtenu les voix du Parti nationaliste basque, qui est un parti conservateur. Et à partir de là, forcément, ces marges de manœuvre en termes de politique sociale, de politique fiscale, de redistribution, en termes d'agir sur les structures de l'économie vont forcément être limitées parce qu'il va falloir qu'il obtienne l'accord de ces partis qui sont pas forcément réputés pour être particulièrement progressistes sur les questions économiques et sociales. Donc là, on a une vraie difficulté de ce point de vue-là. C'est ce qui fait craindre à une partie de la gauche radicale une législature qui soit moins progressiste et moins socialement avancée que la précédente, où malgré tout, sous la législature précédente, on a eu des politiques publiques très marquées à gauche hein, sur l'augmentation du SMIC. Le SMIC a augmenté de 47% depuis 2018.
une loi travail qui est très favorable aux salariés, qui revient sur les contrats précaires, des lois sur l'euthanasie active, sur l'autodétermination de genre. Toutes ces lois progressistes ont été passées sous une législature, alors certes mouvementée, etc., mais avec une majorité de partis de gauche qui pouvaient serrer les rangs derrière ce type de mesures. Cette fois-ci, c'est moins sûr. On en a moins la garantie. Justement, tu parles de cette majorité et de la présence d'une gauche radicale dans la majorité de Pedro Sanchez, et ce depuis le précédent gouvernement et à nouveau dans celui-ci. Il y a notamment Podemos, hein, qui fait partie de cette majorité. Qu'est-ce que dit aujourd'hui Podemos? Ou plutôt, quel bilan en fait tu tires de la participation au pouvoir derrière un chef de file, on va dire, socialiste qui est Pedro Sanchez, d'un parti de gauche radicale? Est-ce qu'ils ont réussi à exister? Est-ce qu'aujourd'hui, genre, en gros, ils arrivent encore à trouver, je vais réutiliser ce mot que en fait j'aime pas beaucoup, marque de manœuvre, c'est-à-dire ils arrivent quand même à dire bon bah nous on n'est pas exactement comme Podemos, mais quand même voilà, voici ce qu'on a à dire et voici pourquoi est-ce qu'on participe à son gouvernement, ou est-ce qu'ils sont noyés finalement dans un parti socialiste hégémonique? Alors là, la grande nouveauté de cette législature, c'est qu'a priori, et selon ce qui se dessine, Podemos ne devrait pas faire partie du gouvernement. Alors, il faut revenir un petit peu sur le contexte, hein. En 2000, voilà, entre 2014 et 2000, disons 2021, l'espace de la gauche radicale espagnole est très largement dominé par Podemos, qui est totalement hégémonique, avec la figure de Pablo Iglesias, qui est le leader incontesté de tout cet espace-là. Pablo Iglesias s'est retiré de la vie politique en 2021, ou tout du moins il s'est retiré de la première ligne politique, et aujourd'hui, voilà, il continue à faire de la politique, mais via son canal télévisé, etc. Il a encore une certaine influence, mais il a laissé le flambeau de l'espace de la gauche radicale à Yolanda Díaz, qui est ministre du Travail, issue du Parti communiste, hein, qui n'est pas du tout de la culture Podemos, et qui, pour ces dernières élections, a emmené l'espace de la gauche radicale sous la coalition de Sumar. Et dans la coalition Sumar, Podemos, c'est un parti parmi d'autres. Sumar, c'est vraiment une coalition hétérogène dans laquelle on retrouve en fait tout un tas de partis de gauche régionaux. On retrouve aussi le Parti communiste, Izquierda Unida, et Podemos fait partie de Sumar, de la coalition Sumar, mais n'en est qu'une petite partie. Et ce qui est en train de se profiler, c'est que dans les négociations entre le Parti socialiste et la coalition Sumar, Podemos ne devrait pas avoir de ministère dans le prochain gouvernement. Les ministères devraient plutôt échoir à des figures de la gauche catalane, madrilène et à Yolanda Díaz. Donc en fait, là, il y a une Même forme de... voter la confiance à Pedro Sanchez. C'est ça, ouais, tout à fait. Et en fait, là, la position de Podemos risque d'être totalement différente, et Pablo Iglesias a déjà laissé entendre que ce serait le cas. À partir du moment où Podemos ne rentre pas dans le gouvernement, ne dispose pas d'un portefeuille ministériel, Podemos se réserve le droit de ne pas être solidaire du gouvernement, c'est-à-dire d'appuyer au Parlement l'investiture, la majorité si besoin, mais se réserve aussi une certaine distance et une forme de non-solidarité éventuellement avec un gouvernement dont il ne serait pas partie prenante. Donc là, la situation est complexe pour Podemos, qui risque la marginalisation. Ils ont consulté leur base récemment sur le fait de devenir un parti plus autonome aussi de la coalition Sumar. Ils prennent un peu leur distance avec Sumar. Donc tu vois bien que là, la situation pour eux est évidemment plus complexe qu'elle ne l'était par le passé. Podemos avait complètement raté les moments des municipales et des régionales. Est-ce qu'ils ont mieux réussi les législatives? Non, en fait, bah, non, pas spécialement. Ils ont intégré la coalition Sumar. Ils ont obtenu 5 députés dans la coalition, qui doit en compter une trentaine. Donc là, on a un déplacement manifeste du centre de gravité de la gauche radicale espagnole vers Yolanda Díaz et vers Sumar, une coalition qui est moins hégémonisée, si tu veux, par Podemos. Et là, on est vraiment sur un changement de taille, quoi, hein. Et le style politique de Yolanda Díaz est aussi très différent de celui de Pablo Iglesias. Elle a déjà laissé entendre que, à la différence d'Iglesias et des ministres de Podemos qui sont dans un registre plus conflictuel, qui l'ont d'ailleurs beaucoup laissé entendre pendant la législature précédente, où ils avaient plusieurs ministères et ils ont assumé au gouvernement des divergences fortes avec le Parti socialiste sur certaines questions, sur la question par exemple, de qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre l'inflation des produits alimentaires, sur qu'est-ce qu'il faut faire sur les questions internationales, etc. Yolanda Díaz, elle, a laissé entendre qu'elle gouvernerait dans un style un peu plus moins conflictuel, quoi, un peu plus lisse quelque part et en meilleure collaboration avec le Parti socialiste.
Qu'est-ce qu'on doit attendre en termes de mesures? Tu m'as dit qu'effectivement, la majorité, c'est un peu plus complexe, enfin, et un peu plus fragile. Mais qu'est-ce qu'on doit attendre de cette législature qui s'ouvre en Espagne, au-delà de la loi d'amnistie? Est-ce qu'il y a il y a des grandes propositions qui ont été faites par le nouveau gouvernement? Ouais, alors en fait, il y a un accord de coalition qui a été passé entre le Parti socialiste et Sumar, qui fait quelque chose comme 40, 48, 50 pages, avec 250 propositions, il me semble, mais beaucoup de lignes directrices, en fait, des grandes orientations qui ne sont pas forcément des propositions concrètes. Mais malgré tout, ils ont souhaité mettre l'accent sur certaines propositions, à commencer par la réduction du temps de travail. Ça, c'est vraiment un levier, un cheval de bataille pour Sumar et qui a été repris dans l'accord de coalition. L'idée étant de passer d'ici la fin de la législature d'une semaine de 40 heures à une semaine de 37 heures et demie, en réduisant la journée de travail d'une demi-heure. En fait, 5 jours, on réduit une demi-heure par jour. Donc ça, c'est un peu la mesure phare qui a été annoncée comme étant le grand cheval de bataille de la législature. Et derrière, il y a toute une série de mesures sur les questions environnementales, écologiques, qui prennent une place de plus en plus croissante dans le débat espagnol. Des deux côtés d'ailleurs, hein. Les partis de gauche s'emparent de plus en plus des questions écologiques. Et à l'inverse, les partis de droite, et notamment Vox, sont sur une ligne de plus en plus climato-sceptique. Mais en tout cas, voilà, il y a toute une série de propositions de ce point de vue-là. Yolanda Díaz a déjà annoncé qu'elle allait réunir le plus tôt possible les partenaires sociaux pour obtenir une nouvelle augmentation du salaire minimum. Donc, il y a des propositions qui sont faites, il y a des ambitions. Pedro Sánchez, pendant le débat d'investiture, a annoncé qu'il allait mettre en place la gratuité des transports publics pour les jeunes, pour les mineurs et pour les demandeurs d'emploi. Donc, évidemment, la question, c'est est-ce que derrière toutes ces annonces, on va pouvoir trouver une majorité concrète pour les faire passer au Parlement, ce qui est pas gagné. J'ai une dernière question, Vincent. Je vais comparer avec la situation française. En France, bon, et tout le monde est au courant, la gauche est dans l'opposition. Les différentes composantes de la gauche ont énormément de mal à s'entendre, à travailler à mener un travail en commun. Ils passent leur temps à s'insulter, hein, pour dire les choses clairement. Est-ce que c'est la même chose en Espagne? Est-ce que genre les gens de Podemos insultent les gens de Sumar, qui insultent les gens du Parti socialiste, ou est-ce qu'ils ont trouvé un mode de fonctionnement qui était plus efficace que chez nous? Bah, disons déjà que c'est pas du tout pour botter en touche, mais au final, le système électoral, le système politique est très différent, un système parlementaire, un système de proportionnel, en fait, qui conditionne largement à la fois les accords électoraux et les manières de fonctionner au Parlement. Donc les choses sont très différentes. Et puis Pedro Sanchez enfin, je veux dire, la gauche Et est au voilà, c'est pouvoir. ça. La gauche est au pouvoir et maintenant, ce qui est très, très clair et net, c'est que du côté de Podemos, ils ont toujours assumé un rapport quand même assez conflictuel avec le Parti socialiste depuis leur naissance jusqu'à aujourd'hui, même si ça a fait débat, hein. En 2017, il y a un moment de très forte factionnalisation de Podemos entre d'un côté les partisans de Pablo Iglesias et de l'autre les partisans d'Iñigo Errejón, et qui touche notamment à cette question du style politique. Est-ce qu'on doit être dans la conflictualité? Est-ce qu'on doit nouer des liens plus forts avec le Parti socialiste ou avec le Parti communiste? Ou en tout cas, Enigo Errejón était plutôt sur la ligne de on doit assumer une forme d'institutionnalité plus forte, on doit remplacer le Parti socialiste, là où Pablo Iglesias disait non, il faut continuer sur une ligne un peu plus conflictuelle et assumer l'ancrage à gauche finalement et le rapport très net avec le Parti communiste dont lui-même était issu. Donc c'est des choses qui ont toujours fait débat à l'intérieur de Podemos, mais le parti de manière générale a toujours assumé une ligne de confrontation, quoi, avec le Parti socialiste, y compris au gouvernement. Là où finalement, aujourd'hui, on sent qu'avec Soumar et sans doute avec les ministres qui devraient intégrer le gouvernement de coalition, il y a une volonté, a priori, quand même, de moins conflictualiser les rapports, de moins étaler, on va dire, peut-être dans les médias, les divergences qu'ils peuvent avoir avec le Parti socialiste, notamment pour garantir en fait une majorité dans un contexte où ça dépend des partis de droite, comme je disais tout à l'heure. Donc, il pourrait y avoir du changement de ce point de vue-là. Maintenant, à gauche, beaucoup, y compris dans la coalition Soumal, beaucoup ne sont pas dupes du fait qu'il va falloir pousser que le Parti socialiste n'est pas forcément dans sa nature politique de mener des politiques aussi progressistes. Pedro Sánchez, c'est pas un gauchiste, hein, c'est un socialiste bon teint, assez pragmatique, qui a su capter l'esprit du temps, qui était conscient qu'il y avait une gauche radicale qui montait et qui a su finalement reprendre à son compte une partie des aspects programmatiques et du discours de conflictualisation avec la droite, ce qui a fait son succès politique et ce qui a fait aussi que Podemos a décliné. Mais malgré ça, voilà, c'est quelqu'un d'assez pragmatique, c'est pas un grand idéologue. Et à l'intérieur de Soumar, certains sont conscients du fait que malgré tout, il va falloir pousser en interne et aussi en externe, hein, dans la société pour que ce soit pas juste une législature de voilà, on a sauvé notre peau pendant 4 ans et on attend juste que la droite arrive. Et beaucoup à l'intérieur de Soumar sont conscients du fait que s'il n'y a pas des résultats concrets, s'il n'y a pas une amélioration concrète des conditions de vie du plus grand nombre, derrière le boulevard est ouvert pour la droite, quoi.
Eh bien, on suivra ça avec attention. Merci beaucoup, Vincent. Merci à toi pour l'invitation.